L'industrie touristique est en plein essor en Afrique. À en croire le rapport 2019 de World Travel and Tourism Council, 32,9 millions d'emplois seront créés dans le secteur d'ici à 2029, ce qui confirme la tendance en hausse des performances de cette industrie sur le continent noir. En effet, en 2018, le secteur comptait environ 24,3 millions d'employés, soit 6,7% de l'emploi total en Afrique. Les prévisions pour 2029 indiquent que le continent attirera 81,3 millions de touristes internationaux contre un total de 67 millions d'arrivées touristiques en 2018. Autant dire que les économies africaines vont continuer à bénéficier de l'afflux financier qu'entraîne l'arrivée des touristes internationaux qui l'an dernier ont dépensé près de 58,5 milliards de dollars, ce qui représente 9,6% des exportations du continent en 2018. Selon le World Travel and Tourism Council, 70% de ces dépenses ont été enregistrées dans le tourisme de loisirs, tandis que 30% concernaient le tourisme d'affaires. Par ailleurs, le secteur du tourisme et du voyage a enregistré une croissance de 5,6% en 2018 en Afrique et a contribué à hauteur de 8,5% de son produit intérieur brut. De quoi encourager davantage les investissements de plus en plus soutenus constatés ces derniers mois dans le secteur. L'industrie agrumicole sud-africaine table cette année sur un volume de 137 millions de cartons. Cette prévision est supérieure de 1% au volume enregistré en 2018 et est essentiellement portée par le segment des citrons dont les volumes devraient augmenter de 11% à 22 millions de cartons et le segment des fruits à baies qui devrait connaître un bond de 12% à 18,1 millions de cartons. En dehors de ces deux produits, les oranges de la variété Navel verront une progression plus modeste de 0,5% à 26,9 millions de cartons, tandis que la variété Valencia reculera de 3% à 52,9 millions de cartons. Il en sera de même pour les pamplemousses qui verront cette année leur stock baisser de 9% à 15,1 millions de cartons. Globalement, la tendance à la hausse de l'exportation des agrumes devrait se poursuivre en Afrique du Sud avec l'augmentation drastique attendue de la production dans les prochaines années. Précisons que la culture des agrumes occupe près de 75 000 hectares de terre en Afrique du Sud. Les provinces qui y consacrent le plus de superficie sont le Limpopo, le Cap oriental, le Cap occidental et le Mpumalanga. $1 milliard, c'est la somme que la Banque mondiale s'apprête à décaisser en faveur de l'Angola. Ce nouveau décaissement qui sera octroyé sous forme de prêt sera investi pour financer des projets de développement notamment dans les secteurs de la sécurité sociale et de l'eau. Il intervient après un autre financement accordé au Trésor angolais et qui devrait permettre le décaissement de 500 millions de dollars dès cette année avant d'être à 1,5 milliard de dollars d'ici les 3 prochaines années. En ce qui concerne la nouvelle enveloppe consentie par la Banque mondiale, elle devrait permettre au gouvernement angolais d'accélérer son plan national de développement qui vise à terme à diversifier l'économie nationale dépendante des hydrocarbures en s'appuyant entre autres sur les secteurs des infrastructures et de l'agriculture. Pour rappel, en décembre 2018, l'Angola avait conclu un accord de financement de 3,7 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international dans le cadre d'une stratégie de mobilisation de financement visant à mettre en œuvre son programme de réforme. Il a fallu plus de 4 heures de débat entre le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga à Tangana, les importateurs de riz et de poissons et les associations de défense des droits des consommateurs pour faire la lumière sur la hausse des prix des dites denrées et les difficultés rencontrées par les acteurs de ces deux filières. Les opérateurs de la filière y en ont profité pour poser leurs difficultés telles que la pénurie de devises. L'exercice a été le même avec la filière poisson.
Il se trouve que la petite perturbation peut-être qui a attiré l'attention des uns et des autres sur le marché devrait être le fait, n'est-ce pas, de quelques importateurs qui ne sont pas encore identifiés, qui font entrer des petites quantités du poisson sur le marché et les vendent sans contrôle aucun. Ainsi, les parties ont convenu de stabiliser le prix du maquereau 20+. Le maquereau 20+, qui existe sur le marché, nous avons établi son prix parce que le calibre diffère. Donc, il est cédé au stade consommateur final, aussi bien à Douala qu'à Yaoundé, dans une fourchette comprise entre 1000 francs et 1200 francs, en fonction de la taille et de la grosseur du poisson. Et quant au prix du riz? 330 francs le kilogramme Douala et 350 francs à Yaoundé. Donc que les gens ne se laissent pas distraire. Pendant que le ministre du Commerce et ses invités tablaient sur les sujets sous-évoqués, le consommateur lambda a lui aussi donné son point de vue et tenté de comprendre les raisons de cette hausse de prix. Le poisson coûte assez cher parce que déjà nous sommes avec le maquereau, nous sommes déjà dans les 1800, 1500. Alors qu'on achète le kilo de maquereau à 1000 francs, 1100 francs, 800 des fois. Il faut dire que le Cameroun dépend en grande partie des importations pour faire face à la demande nationale en produits halieutiques. Le déficit de la production de poissons est estimé à 230 000 tonnes environ pour une demande intérieure située entre 450 000 et 500 000 tonnes par an. Adopter de meilleures politiques fiscales pour booster le développement de l'Afrique. C'est à cet exercice que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique convie les pays africains. Selon la CEA, le continent noir pourrait gagner jusqu'à 99 milliards de dollars par an dans ce secteur. L'institution soutient qu'une amélioration des politiques fiscales africaines pourrait faire croître le produit intérieur brut du continent de 4,6%, ce qui soulagerait les finances publiques des gouvernements africains dans un contexte d'accélération des investissements en Afrique. En effet, beaucoup de pays africains restent majoritairement dépendants de l'aide étrangère dans un contexte où de nombreux projets de développement foisonnent sur le continent. Par ailleurs, la vague des émissions d'obligations enregistrées ces dernières années fait peser des pressions sur les finances publiques principalement en raison du poids de plus en plus important de la dette continentale. En 2017, par exemple, cette dette atteignait 57% du PIB, soit le double de ce qu'elle représentait 5 ans plus tôt, sans pour autant permettre aux pays africains de juguler le déficit du financement devant leur permettre d'atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU et l'agenda 2063 de l'Union africaine. D'où l'appel de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour de meilleures politiques fiscales à travers notamment une accélération de la numérisation des administrations fiscales et l'harmonisation de la politique fiscale avec le cycle économique. Pour la CEA, les recettes publiques sur le continent peuvent augmenter de 12 à 20% du PIB si la méthode de collecte des ressources fiscales et non fiscales était renforcée. Selon l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et l'Organisation de coopération et de développement économique, la vente de contrefaçons et de produits pirates a atteint aujourd'hui 3,3% du commerce mondial contre 2,5% en 2016. Les ressources issues de cette vente atteindraient désormais 460 milliards d'euros par an. Les entreprises et commerces les plus concernés sont situés principalement dans la zone OCDE, à savoir États-Unis, Union européenne, Japon et la Corée du Sud. On note cependant aussi dans la liste un nombre croissant d'autres économies affectées par la contrefaçon comme la Chine, le Brésil et Hong Kong. Les pays et régions de provenance des contrefaçons comprennent principalement la Chine, Hong Kong, les Émirats arabes unis, la Turquie, Singapour, la Thaïlande, l'Inde et la Malaisie. Au niveau de l'Union européenne, les contrefaçons et marchandises pirates atteignent jusqu'à 121 milliards d'euros, soit 6,8% du total des importations de l'UE, ce qui représente une forte hausse par rapport aux 5% estimés dans le rapport de 2016. Cette situation est très préoccupante selon le directeur exécutif de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle,
Christian Arcambault, qui décrit la contrefaçon et le piratage comme une menace majeure pour l'innovation et la croissance économique, tant au niveau de l'UE qu'au niveau mondial, plaide pour une action coordonnée à tous les niveaux. Rencontre d'information et de sensibilisation organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo sur la tenue prochaine au Togo du premier forum économique Togo-Union européenne. L'objectif de cette rencontre de sensibilisation en direction des opérateurs économiques togolais, c'est de leur dire que le président de la République est très engagé pour que nous puissions jouer notre rôle en tant qu'acteur de développement dans le pays. Et pour cela, le forum Togo-Union européenne que nous allons organiser sera vraiment un forum très important où le secteur privé togolais est appelé à jouer un rôle moteur. Les opérateurs économiques togolais savent plus ou moins donc sur l'organisation du premier forum économique Togo-Union européenne qui se tiendra les 13 et 14 juin prochains. Ce forum que nous allons organiser permettra à notre secteur privé de se positionner en matière d'investissement et de partager les expériences avec les grands de l'Union européenne qui sont sur ces domaines-là. Et donc cela permettra de renforcer notre secteur privé qui est le moteur de la croissance, qui crée de la richesse et qui crée également donc par ricochet les emplois pour nos jeunes et nos femmes. Donc c'est une opportunité qui est désormais offerte pour qu'on puisse travailler au mieux-être de cette population-là tout en mettant en œuvre les projets phares qui sont contenus dans le PND. Plusieurs questions d'éclaircissement ont été posées par les participants à cette rencontre d'information et de sensibilisation sur l'organisation du premier forum économique Togo-Union européenne. Prévues pour entrer en vigueur entre mars et juin 2019, les nouvelles mesures prises au Ghana en vue d'améliorer le climat des affaires concernent la création d'entreprises, l'obtention de permis de construire, le secteur électrique, les échanges transfrontaliers et la résolution des cas d'insolvabilité. Ces nouvelles mesures intègrent aussi la numérisation du processus fiscal, judiciaire et d'enregistrement des entreprises. Ainsi, dès le mois d'avril prochain, les particuliers pourront déclarer leurs revenus en ligne via une application et une plateforme virtuelle. Il est aussi prévu l'automatisation du processus judiciaire à travers la mise en place d'un système judiciaire électronique. Par ailleurs, les numéros d'identification de nouvelles entreprises pourront désormais être directement délivrés en ligne, de même que les permis de construire et permis d'exploitation. Toutes ces mesures sont destinées à améliorer les investissements du secteur privé en vue de booster l'économie ghanéenne et de réduire le chômage dans le pays. Depuis la fin de son accord de financement avec le Fonds monétaire international, le Ghana a annoncé plusieurs réformes pour améliorer l'attractivité de l'environnement des affaires. Début 2019, le pays était positionné par le magazine Forbes à la 9e place africaine sur 47 des meilleurs États pour faire des affaires. Pour sa part, la Banque mondiale classait le Ghana au 14e rang africain sur 54 dans son classement Doing Business 2019.